Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 8h42 sur Sud Radio. Guillaume Bigot et Eric Nolot sont avec nous, et puis vous aussi au 0826 300 300. On va parler peut-être de réindustrialisation, parce que je sais que vous êtes nombreux à réagir aussi à l'interview de Roland Lescure, le ministre de l'Industrie, qui était avec nous, et puis à ce qui se passe avec l'usine Latécoère, qui avait touché de l'argent public il y a 6 ans avec l'inauguration de cette usine du futur pour le secteur aéronautique. Et puis là, il y a un projet de déménagement au Mexique et en République tchèque, avec beaucoup d'interrogations autour de ça. Alors évidemment, il y a eu un contexte économique qui a changé avec la crise du Covid, mais tout de même, donc vous pouvez réagir si vous voulez sur ce sujet. Puis parmi les autres sujets du jour, il y a le wokisme, Eric Nolot l'a évoqué tout à l'heure, il y a aussi la grande manifestation qui est attendue demain pour la défense de certaines traditions à Montpellier. 20 000 personnes attendues autour de la bovine. On l'a évoqué déjà hier matin. Et puis, tout de même, il y a l'Ukraine. Eric Nolot, Guillaume Bigot, avec cette tournée de Zelensky qui est venu demander de l'aide, des armes pour se défendre face à l'agression de Vladimir Poutine. Alors, les Européens sont prêts à suivre, mais en même temps, ils ne veulent pas aller trop vite. Quand on leur demande, par exemple, les chars à Emmanuel Macron, il n'y a toujours pas de véritable réponse. Et puis sur les avions de chasse demandés hier aussi, c'est la même chose, quoi. Vous savez, Emmanuel Macron, sa devise, c'est en même temps. On a assez glosé là-dessus, et il a appliqué cette devise au dossier russe. C'est-à-dire, pendant un moment, il a essayé de ménager la chèvre et le chou. Je vous laisse décider qui est la chèvre et qui est le chou entre M. Zelensky et M. Poutine. Mais il fallait continuer à parler à M. Poutine. Ça a énervé un peu nos alliés, ça a énervé encore plus les Ukrainiens. Et là, il est à la fois dans le soutien et puis un peu dans l'excuse diplomatique, en disant mais c'est pas qu'on veut pas vous fournir des avions, mais c'est pas le moment parce que vos pilotes sont pas formés. Ça ressemble beaucoup à une excuse diplomatique. Moi, je crois qu'il faut être beaucoup plus clair. Certains de nos alliés sont beaucoup plus clairs. C'est vrai qu'il y a une forme d'engrenage. C'est vrai que le danger s'accroît. Il faut pas être malhonnête en le niant. Simplement, je pense que le soutien jusqu'au boutiste de l'Ukraine est indispensable, parce que nous défendons des valeurs. Nous défendons la liberté, nous défendons la démocratie, nous défendons les frontières d'un pays qui ont été violées, et nous défendons le droit à un pays de décider à quel camp il appartient. Les pays de l'Est, nous leur avons dénié ce droit pendant la moitié du XXe siècle. On a dit, écoutez, vous, votre destin, ce sera d'être sous la domination soviétique à l'époque, et là, certains voudraient qu'on continue en disant, vous, votre destin, les Ukrainiens, ou d'autres d'ailleurs, c'est d'être sous domination russe. Eh bien non, tout ça est en contradiction avec nos valeurs. Ça a un coût, mais je pense que nous ne pouvons pas nous arrêter à mi-chemin de notre soutien. Oui, mais ça veut dire, si on ne s'arrête pas à mi-chemin, ça veut dire qu'on va jusqu'au bout, donc auprès de l'Ukraine, et qu'on est quasiment en guerre face à la Russie, Bien non ? sûr que nous sommes quasiment en guerre, mais il y a aussi jusqu'au bout par rapport au droit international. Non, mais par rapport au droit international, tant que nous n'avons pas des troupes sur le terrain, et tant que nous fournissons pas un certain type d'équipement, nous ne sommes pas en guerre. Techniquement, mais je suis d'accord avec vous, on se paye un peu de mots, parce que pour moi, nous sommes co-belligérants. Oui, co-belligérants. Ah oui, alors ça, c'est évidemment c'est le terme de Guillaume Bigot. Je pense que les Ukrainiens défendent leur territoire, ils le font de manière très courageuse. Ils sont acculés, ils n'ont absolument pas le choix, on ferait la même chose à leur place. Quant à l'idée qu'on défend des valeurs, le coup des valeurs, on nous l'a déjà fait en Irak, le coup des valeurs, on nous l'a déjà fait en Afghanistan, les valeurs en Arménie, je pense que les Arméniens, ils attendent toujours que l'Europe défende ses valeurs en Arménie. Quant aux Kurdes d'Irak, parlez-leur des valeurs, vous allez voir ce que ça va donner. D'accord, mais restons sur l'Ukraine. Restons sur l'Ukraine. L'Ukraine, l'idée, c'est que les Américains, les Britanniques, mais ce sont d'abord les Américains qui ont la main, pour l'instant, voient un intérêt à armer les Ukrainiens jusqu'à un certain stade. L'Europe va bêlante en disant que ce sont la mère, la vertu, les valeurs, etc. Mais le jour où les anglo-saxons diront « stop, maintenant ça suffit, il faut négocier », les Européens vont se retrouver comme des imbéciles en disant « les valeurs, elles sont où ?» Il n'y a pas de valeurs, en fait, il y a les intérêts des Américains et des anglo-saxons. Ouais. Bien, ça c'est une autre question. Savoir, là il y a le brouillard de la guerre, moi je serais bien en peine de vous dire qui veut négocier quoi, avec qui, quels sont les plans des Russes, on n'en sait rien. Jusqu'où les Ukrainiens veulent aller, probablement de leur point de vue et du droit international, récupérer tout, c'est possible. Mais en fait, ce sont, il faut jamais l'oublier, les Américains qui monitorent cette affaire. Là, il y a un silence assourdissant. Je serais très curieux de savoir ce que mon camarade Nolot en pense, mais il y a quand même eu cette révélation stupéfiante de Madame Merkel qui a dit, oh vous savez, les accords
accord de Minsk II, ça n'a jamais été fait pour être appliqué. Alors je rappelle à nos auditeurs que les accords de Minsk II, c'était l'échange d'un cessez-le-feu au Donbass, après 2014-2015, il y a eu Minsk I 2014, Minsk 2015, échange d'un cessez-le-feu contre l'octroi d'un certain nombre de droits aux russophones et l'organisation d'élections. À mon avis, la mauvaise foi dans tout ce dossier est largement partagée. C'est-à-dire que les Russes n'ont pas vraiment mis plus de bonne foi que les Ukrainiens appliqués, mais enfin, il y avait deux puissances qui étaient garantes, l'Allemagne et la France, qui ont mis leur signature en disant « nous allons nous obliger les Russes, en tout cas surveiller ce que les Russes et les Ukrainiens appliquent ça ». Normalement, ça aurait pu prévenir le conflit, et là, l'un des signataires dit « oh, vous savez, cet accord, c'était bidon, c'était uniquement destiné à permettre aux Ukrainiens de s'armer ». C'est pas sur ça que j'ai envie de réagir, j'ai envie de revenir sur votre expression « l'Europe va bêlant ». Monsieur Poutine avait fait deux paris. Le premier pari, c'est « l'Ukraine n'existe pas ». En fait, l'Ukraine est remplie de gens qui vont nous accueillir avec des bouquets de fleurs. Vous avez vu le résultat. Ils n'ont pas été accueillis avec des bouquets de fleurs, mais ils ont été accueillis avec un flingue. Le deuxième pari, c'est l'Europe n'existe pas. Vous allez voir, ils vont se coucher comme dans l'affaire géorgienne, ils vont se coucher comme dans l'affaire de la Crimée. Qu'est-ce qu'on voit? Un front uni comme on l'a jamais vu. On n'a jamais vu un front la gueule de uni. Scholz. La gueule de Scholz. Ça lui coûte 1,5 milliard d'euros chaque jour, cette plaisanterie de guerre. Et on lui a fait péter ses conduits de gaz. Vous pensez qu'il est content, Scholz? Je vous parle de ses actes. Les Américains l'ont obligé jusqu'au dernier bout à donner ses léopards pour qu'il n'y ait plus de réconciliation possible. Il l'a fait parce que c'est un protectorat américain. Vous expliquez que l'Europe est réveillée, c'est pas l'Europe. Vous savez, Kissinger cherchait le numéro de téléphone, il ironisait, il disait l'Europe, quel numéro de téléphone? Bah c'est bon, depuis la guerre en Ukraine, on l'a, le numéro de téléphone, c'est le Pentagone. Il doit l'avoir, monsieur Kissinger, maintenant, le numéro, parce que l'Europe s'est révélée, elle s'est réveillée. Auparavant, Monsieur Bigot, vous et vos frères de pensée, vous disiez « Ah, l'Europe, c'est bon qu'à décider du calibre des petits pois ». Ben non, vous voyez, l'Europe maintenant s'occupe de choses beaucoup plus grave. C'est-à-dire d'obéir à l'OTAN. À mon avis, crucial et essentiel. Oui, sans l'OTAN, c'est vrai. Moi, je suis pour la défense européenne. Bon. Enfin, au moins, il y a cette bonne foi de dire que l'Europe, c'est le Pentagone. Il s'occupe de l'essentiel, du crucial, c'est-à-dire d'obéir aux États-Unis. Voilà. La violation d'un pays souverain n'est pas admissible en Europe. Ce que vous appelez les valeurs dans cette crise, malheureusement, ce sont les intérêts des États-Unis d'Amérique. C'est ça le problème. Ça peut coïncider, mais je vous dis que sur le continent européen, qui va faire la loi. Et c'est ça qui fait la loi, et c'est ça qui fait la guerre, parce que cette guerre, elle est monitorée par les États-Unis. Malheureusement, les Ukrainiens, c'est un peuple martyr qui est déchiré, écartelé, entre d'un côté une puissance russe et une puissance américaine. Qu'est-ce que vous faites, Guillaume Je pense que la France doit, comme la Turquie, comme l'Inde, avoir une position médiane dans cette affaire, c'est-à-dire... Bien sûr, c'est-à-dire... C'est dingue. D'ailleurs, on a essayé de s'opposer. À Bucarest, notamment, on a essayé de dire non, l'Ukraine ne doit pas rentrer dans l'OTAN. On sait que c'est un casus belli, c'est extrêmement dangereux. La Crimée, bon, il y a un attachement des Russes symbolique, mais en réalité, c'est surtout la base de Sébastopol qui pose problème pour les Russes dans cette histoire. C'est comme si, il y a quelques années, vous avez dit, non, écoutez, je pense que la France doit prendre une position médiane entre l'Allemagne hitlérienne et la Pologne. Oui, non, mais c'est exactement ce qui se passe. À chaque fois, on dit... Saddam Hussein aussi, c'était Hitler. Non, mais Saddam Hussein, c'était des armes de destruction massive qui n'existaient pas. Là, l'invasion russe, elle existe ou elle n'existe pas? Non, mais c'est surtout, Eric, franchement, Eric. Non, mais ce qui existe surtout, et la toute petite différence, c'est les armes de destruction massive. D'abord, le nucléaire qui existe. Donc, malheureusement, vous n'arriverez pas, ce serait pas pour me déplaire nécessairement, vous n'arriverez pas à arrêter et à coffrer et à juger Poutine parce qu'il a juste des armes nucléaires. Non, mais simplement, vous faites un parallèle entre un prétexte à une invasion, c'était le cas de l'Irak, les armes de destruction massive n'ont jamais existé, et une raison vraiment tangible, vérifiable chaque jour qu'un pays, à savoir la Russie, s'en prend à la souveraineté d'un autre. Donc, ce parallèle est tout à fait malhonnête intellectuellement. Ensuite, vous voulez pactiser avec une dictature, celle de M. Poutine. Ça ne marche jamais. Le compromis et la compromission ne marchent jamais avec des dictatures. On leur a laissé la Géorgie. La solution, c'est d'aller jusqu'au bout pour destituer Vladimir Poutine. Mais comment allez-vous faire? L'Arabie Saoudite, c'est une démocratie. Est-ce qu'on en parle de la souveraineté du Yémen? Non, mais restons sur la Russie. Restons sur le. À un moment ou à un autre, je pense que nous serons tous d'accord autour de cette table. Il va bien falloir négocier. Nous sommes d'accord. Bon, la négociation va dépendre de quoi? Du rapport de force. Si vous n'aidez pas les Ukrainiens aujourd'hui, au moment des négociations, ils arriveront, et nous arriverons, puisque notre sort est lié à celui des Ukrainiens, en position de faiblesse. Donc autant armer les Ukrainiens, leur donner les moyens de se défendre, de manière à ce que, quand on verra qu'il n'y a pas de solution militaire, la solution négociée soit la plus favorable aux Ukrainiens et
aussi favorable pour nous, puisque je le répète, c'est la même chose. Bon, Oui, difficile évidemment. Pour le coup, je suis assez d'accord avec ça. Ouais. Je suis assez d'accord avec ça. Pour une fois, vous êtes d'accord. Non, il faut établir On un rapport de reste sur force, ce mais il faut sujet. sortir de cette affaire. Autre sujet. Les jeunes Ukrainiens, c'est pas les Européens qui meurent. Il est c'est les 8 heures, Ukrainiens qui il nous meurent. reste 5 minutes. Autre sujet, 0826 300 300, c'est Lionel qui est avec nous, qui nous appelle des Alpes-Maritimes et qui voulait réagir sur l'histoire de l'ATCOR. Je rappelle, donc l'ATCOR, c'est une entreprise qui est du côté de Toulouse, qui fournit beaucoup l'aéronautique, le secteur. Il y a une usine qui a été construite et moderne, relookée il y a quelques années, et aujourd'hui, il y aurait un projet de déménagement, visiblement en République tchèque et puis au Mexique. Bonjour Lionel. Oui, bonjour à toute l'équipe. Bon, c'est sur ce sujet que vous voulez réagir, quoi, sur l'industrialisation, réindustrialisation ou désindustrialisation de la France, en quelque sorte. Oui, c'est plutôt ça, oui, d'ailleurs. C'est plutôt ça, mais ça a commencé maintenant il y a quand même plusieurs années. Et je rejoins M. Nolot, on ne pactise pas avec des dictatures. Je rappelle qu'on a fourni à la Chine quand même l'intégralité de notre savoir sur l'avionique. Dans quelques années, Airbus doit s'inquiéter parce que dans quelques années, la Chine va produire et va arriver sur le marché des avions de ligne. Donc, je rappelle qu'ils ont les terres, ils ont la main-d'œuvre, maintenant ils ont la technologie. Donc, Airbus a du souci à se faire, comme Boeing va se faire déboîter exactement pareil. Maintenant, la délocalisation du savoir, et puis je rajoute aussi qu'ils investissent massivement en recherche et développement, chose que nous ne faisons quasiment plus. Il n'y a qu'à voir les budgets de recherche et développement qu'on a en Europe, en France notamment, qui est juste catastrophique en fait. Des pays comme la Corée du Sud, eux, investissent massivement. Ils ont rien, ils ont pas de terre, ils ont que dalle, et pourtant ils font un PIB complètement dément parce qu'ils ne vendent que leur savoir. Et en fait, c'est ça qu'on devrait faire, c'est-à-dire vendre notre savoir, miser sur la recherche et développement, et arrêter surtout de donner notre technologie à des gens qui n'en ont en fait rien à faire. Ils nous tendent les bras. Pourquoi? Ils nous tendent les bras parce que on leur promet d'installer les usines dans leur pays, et en échange de quoi ils vont pouvoir cannibaliser en fait tout le savoir qu'on va leur apporter. C'est complètement débile. C'est un non-sens en fait, si vous voulez. Mais qu'est-ce qu'on peut faire face à cela? Mais qu'est-ce qu'on peut déjà, oui. Au lieu de balancer du pognon à rien foutre, vous misez sur la recherche et développement, vous investissez plus dans les universités, dans l'école, et vous vendez votre savoir, parce que le savoir finalement, c'est la seule chose qu'on ne pourra pas vous prendre. Et c'est la seule chose que vous pourrez vendre. Les Chinois sont malins quand même sur ce sujet. Non, mais les Chinois, on les engraisse depuis des années. Moi, j'en peux plus des Chinois. Après, c'est eux les plus malins, hein, effectivement. Ils vont nous bouffer. Mais encore une fois, comme l'a dit M. Nolot, on ne négocie pas avec des dictatures. Je suis désolé, mais moi, la Chine, c'est pas une démocratie. Hein. On en est très très loin. Donc, j'ai pas, moi personnellement, juste regarder l'histoire du ballon là qui vient de survoler les États-Unis. La Chine s'asseye sur l'intégralité des droits, des normes et des machins. Ils en ont rien à foutre. Ils tracent leur ligne, ils vous cannibalisent, ils vous copient, et en fait ils en ont rien à faire du reste. Ils vous vendent leur truc, et puis quand ils auront fini finalement par épuiser tout le savoir et récupérer tout le savoir, eh ben ils s'imposeront par leur nombre, ils s'imposeront par leur technologie, et ils s'imposeront surtout par leur mentalité. Et ça c'est beaucoup plus grave. Ouais. Merci Lionel, c'est l'autre guerre, hein, la guerre économique. On va terminer, il nous reste 2 minutes sur ce sujet avec vous, Guillaume. Je crois que ça c'est vraiment la question de l'Europe, c'est-à-dire c'est vraiment l'univers des bisounours entourés par Jurassic Park. Alors il n'y a pas que la Chine qui se comporte comme ça. Quand ils veulent racheter General Electric, ils arrêtent un cadre de General Electric et ils lui collent 20 ans de tôle jusqu'à ce qu'on vende Arabelle. Vous avez vu l'histoire. Donc toutes les puissances économiques font ça. En fait, vous avez une combinaison terrible de une monnaie unique surévaluée, une ouverture unilatérale des frontières de l'Europe, on n'a pas de frontières économiques, et interdiction des commandes publiques. Quant à l'histoire de l'investissement dans les hautes technologies, je suis complètement d'accord avec Lionel. C'est interdit aussi par les contraintes européennes. Donc quiconque entend réindustrialiser en restant à l'intérieur de ce carcan, c'est soit un abruti, soit un menteur. Oui, bon. Éric Nolot, il y a 3 dossiers en un. Il y a le cas particulier de cette usine qui va être délocalisée, qui est scandaleux. Il y a le dossier plus global de la désindustrialisation, qui est une catastrophe économique, et de tous les pays de l'OCDE, nous sommes le pays qui a le plus versé dans ce travers, on en paye les conséquences. Et puis, c'est tout récent, hier, l'Europe n'arrive même pas à se mettre d'accord sur la réplique à l'Inflation Reduction Act des Américains. Des Américains qui serait une réponse à ça. Mais oui, non, mais il y a un truc qui va pas. Il y a une urgence, on sait très bien que ça passe par là, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Arrêt sur image, Eric. Vous voyez bien que plus il y a d'Europe, moins il y a d'industrie. C'est comme si vous disiez, écoutez, pour vous soigner le cancer des poumons, achetez des cigarettes, quoi. C'est pareil, ça n'a aucun sens.
C'est Non, pas ça l'Europe pouvait- qui va vous réindustrialiser. Non, je crois c'est pas. l'Europe qui nous désindustrialise. Oui, mais je pense que Tout c'est, est je pense que fait c'est pour réversible. Non, mais je suis d'accord. Mais pas à l'intérieur de l'Europe. Ah, je pense que si. Je pense que Pour c'est être un petit peu plus puissant, quoi. Oui, face la prise de face à l'Inde, conscience. face à la Chine, face aux États-Unis. Le temps de la naïveté est en train de s'estomper, 40 mais ans beaucoup trop désindustrialisation, lentement. ça va pas Finissons suffire, sur un point continuons. d'accord avec M. Bigot. Bon, je ne sais pas. Provisoire, hein, allez, très provisoire. mettez-vous d'accord, c'est le titre justement de l'émission de Valérie Expert qui va nous succéder avec ses débatteurs. Ensuite, vous retrouvez tous les programmes, bien sûr. Jean-Jacques Bourdin, André Berkoff, Les Vraies Voix ce soir, Brigitte Lahaye cet après-midi, du rugby aussi ce soir. Et puis, ce week-end, Jean-Marie Bordry qui sera aux manettes et le match de rugby à suivre. Mettez le son. Le match. Ouais, Irlande-France, mettez le son demain. Daniel Herrero et François Trio, évidemment.